20% du nombre de licenciés après la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants en particulier qui se sont inscrits dans les clubs de rugby à l'issue de la Coupe du Monde. D'accord. Et vous pouvez nous parler de l'organisation de la Coupe du Monde 1990 de football? 98 Ouais. Je peux t'en parler parce que j'étais à l'époque conseiller de Jacques Chirac qui était à l'Élysée, donc j'ai suivi ça de très près. Là aussi, il fallait trouver 9 stades pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde, construire le Stade de France, qui n'existait pas à l'époque, donc un investissement très lourd. Rénover les stades à l'époque, alors vous transformez en euros, c'était 900 millions de francs qui ont été investis, hors Stade de France. Et le Stade de France a coûté globalement à l'époque aussi 1 milliard, je ne veux pas dire de bêtises, mais 1,5 milliard de francs. Moitié payé par l'État, moitié payé par les entreprises qui sont aujourd'hui concessionnaires du Stade de France. C'était une sorte, ce qu'on appelle maintenant des partenariats publics-privés. C'est-à-dire que c'est un privé, un partenaire privé, à l'époque c'était Bouygues et Vinci, qui ont supporté la charge de l'investissement, en tout cas la moitié de la charge de l'investissement, et maintenant c'est l'État qui paye un loyer à ces investisseurs pendant une durée d'à peu près 30 ans, c'est-à-dire la durée d'amortissement du Stade de France. C'était un stade donc, qui était conçu à la fois pour accueillir la Coupe du Monde de football, mais également des matchs de rugby et, on en parlait tout à l'heure, la possibilité d'accueillir des événements d'athlétisme parce qu'on voulait un stade en configuration stade olympique pour pouvoir un jour accueillir les Jeux olympiques. C'est ce qu'on a tenté de faire ensuite avec les candidatures de 2008 et de 2012 pour accueillir les Jeux olympiques. Donc ensuite, 9 autres stades ont été rénovés ou construits. Pour beaucoup d'ailleurs, c'était des rénovations à hauteur, donc je l'ai dit, de 900 millions d'euros, avec une répartition à peu près par tiers. Un tiers payé par l'État, donc 300 millions de francs, un tiers payé par les collectivités locales, souvent propriétaires du stade, Lyon par exemple, Bordeaux, etc., donc les villes qui accueillaient des matchs de la Coupe du Monde, et un tiers payé par le club lui-même, ou une autre collectivité. À peu près 3 tiers, à peu près 3 tiers, à peu près d'égal niveau. Ensuite, l'organisation a été portée par une association qui est une association détenue par la Fédération française de football, mais qui avait créé une structure juridique spécifique qui permettait de générer de la billetterie, de la sécurité, ce qu'on appelle des facilités, c'est-à-dire à la fois de l'hospitalité, associer le billet vendu à de la restauration, de l'hébergement, du transport. Ça, c'est le rôle de l'association organisatrice de l'événement. Mais cette organisation avait un cahier des charges très précis qui était fourni par la FIFA, la Fédération internationale de football, qui est basée en Suisse, qui détient les droits de la Coupe du Monde de football. Elle détient les droits d'organisation, mais également les droits télé et les droits de sponsoring. C'est-à-dire que l'organisation française n'a strictement aucun droit sur les droits télé et le sponsoring. Elle peut trouver des sponsors de deuxième niveau, mais pas des sponsors de premier niveau, qui sont des sponsors détenus par la Fédération internationale de football. Donc, l'organisateur, lui, il a très très peu de moyens à disposition, si ce n'est, à l'époque d'ailleurs, c'était la billetterie, essentiellement. L'organisation a été financée en très grande partie par les billets vendus. Ce qui n'est plus le cas quand on prépare l'Euro 2016, là, qui va avoir lieu donc, dans 1 an et demi, 2 ans. L'Euro 2016, tout est géré par l'UEFA. L'UEFA a créé en France une filiale détenue par l'UEFA à 95% et 5% par la Fédération française de football. Et tous les droits, toute la billetterie rentre dans la poche de l'UEFA, et la UEFA reverse une sorte de, on va dire, d'émolument ou d'indemnisation à la Fédération française de football de l'ordre de 20 à 30 millions et aux villes organisatrices de l'ordre également de 20 à 30 millions. Tout l'argent généré par l'Euro 2016 revient directement à l'UEFA. C'est le grand changement par rapport à la Coupe du Monde de football de 98, si on parle de modèle économique. En 98, nous étions
les organisateurs de l'événement, en 2016, c'est l'UEFA qui est l'organisateur de l'événement sur le sol français. Et on a été dépossédé de notre capacité d'organisation. C'est quand même assez incroyable. Pourquoi est-ce que l'UEFA et d'autres détenteurs de droits font ça? Pour pouvoir maîtriser toute la chaîne de production de l'événement, à la fois dans la qualité de l'accueil, dans la qualité de l'image qui est prélevée, donc de l'image qui est produite de l'événement, pour avoir des circuits courts en matière de financement, et donc pour capter le maximum d'argent qui remonte à l'UEFA et qui est ensuite redistribué aux fédérations nationales. Ça, si vous voulez donner un peu puisque vous parlez d'économie, aujourd'hui, il faut bien voir les choses comme elles sont. Il y a une évolution majeure des grands événements sportifs organisés, c'est que tout est maîtrisé par les détenteurs de droits. Les détenteurs de droits, c'est celui qui a le droit d'organiser ou pas l'événement. Et le maximum d'argent remonte vers ces structures qui sont détentrices des droits, qui sont la plupart du temps situées en Suisse, quelquefois à Monaco, ou quelquefois encore en Angleterre. Très très peu dans d'autres pays, parce que fiscalité oblige, c'est plutôt en Suisse ou à Monaco qu'on trouve les systèmes fiscaux les plus avantageux pour des organisateurs comme cela et des détenteurs de droits comme cela. Donc ça, c'est une évolution majeure, et que je critique, moi, assez nettement. C'est-à-dire que je trouve assez dangereux qu'un pays organisateur n'ait pas la main sur l'organisation elle-même. Parce qu'on nous impose des règles, on nous impose un système d'organisation qui nous échappe totalement. Et le Stade de France a-t-il toujours un impact économique pour la plaine Saint-Denis? Si tu compares la plaine Saint-Denis, ce qu'on appelait la plaine des Cornillons, C-O-R-N-I-2-L-O-N-S. La plaine des Cornillons, là où est construit le Stade de France, était un ancien dépôt d'essence de la Shell ou de Esso, qui étaient des compagnies qui ont disparu depuis, mais en tout cas en France, mais qui avaient leur sorte de grands réservoirs, c'est les réservoirs qui étaient basés là. Donc, le terrain d'ailleurs a été dépollué, il y a encore un peu de gaz tellement il était pollué, à tel point d'ailleurs que, pour l'anecdote, il y a des tuyaux qui sont sous la pelouse, qui sont avec un système d'aspiration par du vide, qui aspire les vapeurs d'essence qui sont encore présentes très profondément dans le sol, pour éviter que ces vapeurs d'essence, en particulier à base de soufre, remontent par la pelouse et incommodent les spectateurs du Stade de France. Donc c'était un stade et ses alentours extrêmement pollués, et c'est ce qu'on appelle des friches industrielles. Et quand vous passez maintenant autour du Stade de France, vous avez dû y aller, soit en passant par l'autoroute A1, soit en vous baladant autour du Stade de France, c'est un quartier qui a été complètement rénové. Donc l'impact, il est majeur, il est total. Il y a des entreprises comme Gaz de France qui sont installées, comme Hewlett Packard, comme Sony, il y a qu'à lire les enseignes qui sont le long de l'autoroute. Raison supplémentaire, avant le Stade de France, l'autoroute à ce niveau-là n'était pas couverte. Or, quand vous quittez le périphérique, vous passez sur un grand tunnel jusqu'au Stade de France. Ce tunnel, avant 1998, n'existait pas. Donc la qualité de vie aussi pour les gens qui vivent en surface est bien meilleure. Donc il y a eu un impact majeur économiquement parlant. D'ailleurs, c'est un quartier qui s'est radicalement transformé grâce à l'arrivée du Stade de France. C'était une zone qui était extrêmement déshéritée, il n'y avait que des logements sociaux. Donc en plus, le Stade de France a fait en sorte de recruter pas mal de personnel venant des quartiers avoisinants. Il y a en particulier chez les stadiers, dans le personnel d'accueil, dans ceux bien sûr qui ont construit le stade. Donc il y a eu un bouleversement radical de la vie de ces quartiers-là. D'ailleurs, c'était des quartiers dont on parlait très négativement précédemment. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins en termes péjoratifs. C'est des quartiers, encore une fois, qui ont beaucoup bénéficié de l'impact direct de l'arrivée du Stade de France. Et c'est valable pour tous les grands équipements structurants, de type sportif ou culturel d'ailleurs, qui peuvent s'implanter dans un quartier. D'accord. Pensez-vous qu'un stade participe au dynamisme d'une ville? Alors, oui, on peut pas dire le contraire. Par contre, je crois qu'il faut être prudent ensuite quand on évoque le côté, comment dirais-je, le côté rentable d'un stade. Par nature, un stade
un stade et un événement sportif et une équipe sportive n'est que très peu. Il n'y a que de très rares exceptions. Peut-être Madrid, peut-être Manchester United, qui sont des clubs profitables. C'est-à-dire qui rapportent de l'argent. Les autres sont en déficit. Quasiment tous les clubs français sont en déficit. Tous. Je ne connais pas aujourd'hui un club français qui ne le soit pas. Alors évidemment, le PSG, les Qataris mettent des chèques les uns au bout des autres, donc ils ne seront jamais en déficit. Mais si on regarde clairement le modèle économique d'un club de football, ils sont peut-être en Europe en tout cas 2 à 3 à être ou équilibrés, voire légèrement positifs. Pour le reste, l'activité footballistique est une activité stricto sensu déficitaire. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir un club résident, on l'a dit, draine une activité économique directe. Alors ça peut être tout ce qui est la sécurité, la gestion de la billetterie, ça génère aussi... par exemple, le Stade de France, pour donner un exemple, il continue à être visité. Il y a encore des entreprises qui font des séminaires dans le Stade de France, parce que l'endroit est prestigieux, c'est là que l'équipe de France a gagné sa Coupe du Monde. Donc on vient faire des séminaires d'entreprises qui n'ont rien à voir avec le football dans le Stade de France. Parce qu'il y a des capacités d'accueil, il y a une salle de conférence, il y a une restauration associée. Et donc ça génère effectivement de l'activité. Elle est difficilement chiffrable, mais en tout cas ça participe à la fois au développement économique et au rayonnement de la collectivité, au rayonnement de la ville qui accueille le stade en question. Et le Stade de France en particulier. En plus, le Stade de France, on ne peut pas mieux naître que d'être construit pour voir son équipe de football gagner la Coupe du Monde. Voilà ce que je veux dire, ça ne peut pas être mieux. Hein. Donc c'est vrai que ça a donné un coup de booster. Je dis, on visite encore le Stade de France aujourd'hui. Pas parce que c'est de la belle ouvrage, mais parce que l'équipe de France y a gagné sa première étoile. Non. Et comment percevez-vous le lien entre l'exécutif et l'équipe de France de foot? Tu parles du gouvernement et du chef de l'État, c'est ça, l'exécutif? Oui. Par exemple, en 98, on dit qu'il y a eu... Comment? En 98, on dit que Chirac était plus populaire ou des choses comme ça. Oui, alors, c'est vrai que le monde politique a tendance à accompagner toujours son équipe. Dans les bons et les mauvais moments d'ailleurs. Hein. Bon, alors certains évoquent de la récupération, d'autres le fait que le premier personnage de l'État, comme tous les Français, en tout cas beaucoup de Français, accompagnent leur équipe nationale. Il n'y a rien de plus normal. Ce que font les Français, il n'y a aucune raison que les politiques ne le fassent pas. Et c'est vrai que c'est bon pour la cote d'un président de la République. Mais c'est un bénéfice que je qualifie de passager. C'est-à-dire que Chirac a été effectivement, peut-être, si ce n'est plus populaire, en tout cas, plus aimé des Français, parce qu'il a accompagné l'équipe de France, parce qu'on a gagné le 12 juillet, le 14 juillet, on les accueillait à l'Élysée pour la fête nationale, puisqu'on avait l'habitude à ce moment-là de faire une grande réception et de l'ouvrir. Donc le président m'avait demandé à l'époque, comme j'étais conseiller, de faire venir des clubs de football de partout en France. Donc on avait fait venir beaucoup de représentants, de jeunes représentants de clubs de football, de banlieue et de province. Mais c'est un bénéfice que je qualifie de passager et de fugace. C'est-à-dire que les Français savent faire la part des choses entre un événement fédérateur, où on s'est tous sentis fiers de son équipe de France, et puis la réalité de la situation du pays quelques temps plus tard, c'est-à-dire un taux de chômage élevé, une situation économique dégradée, et une difficulté, par exemple, en matière d'intégration. Mais voilà, ce moment a été un moment de communion nationale qu'il ne faut pas négliger quand on est chef de l'État. Je rappelle que ça a bien marché pour Chirac parce que c'était pas artificiel. Longtemps avant la Coupe du Monde, Chirac s'était intéressé à l'équipe de France. On était allé les voir à plusieurs reprises. Chirac prenait des nouvelles à ma demande d'Aimé Jacquet et de Didier Deschamps. Il les appelait à chaque match. On est allé régulièrement les voir. On est allé les voir à Clairefontaine avant la Coupe du Monde. Donc il y avait une sorte de lien que je qualifiais affectif, un peu en tout cas de respect mutuel, qui s'était créé entre Chirac et l'équipe de France. Et c'est pour ça, je crois, que ça a plutôt bien marché dans ce que tu appelais l'embellie de la cote de popularité de Chirac. A contrario, en 2001, pour citer le mauvais exemple, en étant le plus objectif possible, parce que malheureusement ça concerne Jospin, Jospin avait essayé de faire pareil,
avec l'équipe d'ailleurs dans laquelle il y avait toujours Zidane, et qui se positionnait après toute une semaine qui concernait l'intégration, l'immigration et l'intégration. Et en particulier, ça se concluait par un match France-Algérie. C'était j'ai encore cette date en tête, le 11 octobre 2001, au Stade de France. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, mais l'équipe de France avait été sifflée par les gamins qui étaient dans le stade, qui encourageaient beaucoup plus l'équipe d'Algérie que l'équipe de France. Et c'était pourtant des Français, des Français, alors d'origine peut-être algérienne, mais des Français. Il y avait plus de drapeaux algériens que de drapeaux français, alors que c'était des Français qui étaient dans les tribunes. Ça passe encore. Mais Zidane avait été sifflé, incroyable. Zidane d'origine algérienne. Et le terrain avait été envahi à la fin parce que l'équipe de France avait gagné 2-0 ou 2-1 contre l'Algérie. Et ça avait été, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait été obligé d'arrêter le match 5 minutes avant la fin. Jospin avait été les bras ballants sans rien dire. Marie-Georges Buffet, qui était ma prédécesseur au ministère des Sports, avait bafouillé 2-3 mots, mais ça avait été une vraie catastrophe. C'est-à-dire que l'image, là, pour le compte, avait été totalement abîmée. Et on avait vu une Marseillaise siffler, un stade envahi, Zidane siffler, dire tout l'inverse de ce que devait être l'accompagnement par la classe politique d'un événement comme celui-là. Et pourquoi ? Parce que je pense que tout ça, c'était artificiel, que le stade avait été rempli n'importe comment, qu'il n'y avait pas d'accompagnement des gamins qui étaient dans le stade, et ça s'était retourné contre le gouvernement de Jospin. Et je pense sincèrement que cet événement-là, pourtant qui était à 7-8 mois de l'échéance présidentielle de 2002, où Jospin n'a pas été au deuxième tour, puisque c'est Le Pen qui l'a été, je pense que cet événement-là a joué en défaveur de Jospin. Je ne sais pas dire combien de voix, mais en tout cas, ça a joué réellement en sa défaveur. L'image que ça a laissée d'une équipe de France championne du monde, qui avait été notre fierté, sifflée par des gamins dont on pensait qu'ils étaient fiers de l'équipe de France et qui sifflaient l'équipe de France au profit de l'équipe d'Algérie, a été un moment, je pense, assez terrible pour le gouvernement de Jospin, qui l'a payé, je pense, en partie après à la présidentielle. À votre avis, pourquoi la Russie... Toi, la question est importante. C'est, on peut accompagner un événement sportif quand on est homme ou femme politique, mais à condition que ce ne soit pas artificiel et en ne faisant pas faire au sport ce qu'il n'est pas capable de faire. On pense que le sport peut rassembler, non, il ne peut pas rassembler. Quand le malaise est profond, le sport, il a ses limites comme n'importe quelle autre activité humaine. Et là, on a vu la limite de l'exercice. À votre avis, pourquoi la Russie et le Qatar cherchent-ils à organiser les prochaines Coupes du Monde ? Parce que l'organisation d'un événement comme celui-là, c'est un événement de rayonnement mondial, universel. Le foot est l'événement et le sport le plus pratiqué partout dans le monde. Partout dans le monde. Et quand on est un pays en développement ou en montée en puissance, c'est le cas du Qatar, petit pays, hein. Vous savez combien il y a d'habitants au Qatar ? De vrais habitants, hein. Dites un chiffre. 100 000, 2 millions. 100 000. Un peu plus, 300 000, vrais Qataris. Le reste, tu montes à 800 000 avec les travailleurs pakistanais ou népalais qui viennent, qui n'ont d'ailleurs pas le droit de faire venir leur famille et qui retournent tous les 3 ans chez eux, dans des conditions de travail catastrophiques. Ils sont à peine 400 000. Les Qataris, c'est un tout petit pays, très peu peuplé, il n'y a que du désert, et en dessous, il y a des milliards de mètres cubes de gaz. Donc ces pays-là, qu'est-ce qu'ils recherchent ? C'est d'ailleurs très bien de faire la comparaison entre la Russie et le Qatar. Russie, que recherche Poutine ? Poutine, il recherche à démontrer que la Russie, qui a été très maltraitée après la chute du mur de Berlin, traînée dans la boue par l'Occident, l'URSS terminée, que veut Poutine ? Il veut reconstruire la Grande Russie. Il le fait de plusieurs façons, en agressant l'Ukraine au prétexte que l'Ukraine, c'est le cœur de la Russie, de l'ancienne Grande Russie. Il faut savoir que les tsars russes se faisaient couronner à Kiev. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Je veux dire, on est en train de bafouer l'histoire de la Russie, là, en disant que quand l'Ukraine nous dit qu'elle veut devenir européenne, c'est-à-dire se détacher définitivement de la Russie, c'est une erreur diplomatique colossale que nous sommes en train de faire. Et après, on traite mal, Poutine est dans l'exagération. Non, Poutine, lui, il fait que rappeler une histoire. Il a peut-être tort de le faire. Mais enfin, la réalité, c'est que les tsars venaient se faire couronner à Kiev.
Donc quand il récupère la Crimée, qui est russophone à 90%, il ne fait que reconstruire la Grande Russie. Peut-être c'est dangereux, mais en tout cas, il ne fait que ça. Donc Poutine, il affirme une volonté politique de reconstruire cette Grande Russie, ce passé glorieux qui est passé par l'URSS après la Révolution de 17, mais qui rappelle un peu cette puissance, ce pays extrêmement puissant et très étendu. Hein. Regardez la carte de la Russie, quand même, c'est un continent à lui seul. Donc il réaffirme au travers de l'organisation d'un événement mondial le fait que la Russie est un pays avec lequel il faut compter. Le Qatar, il est dans une autre logique. C'est un petit pays, 400 000 habitants, doté de moyens, de moyens illimités. Il dépense 1 milliard comme nous, on achète un croissant, à peu près. Hein. C'est à peu près la comparaison, ça leur fait pas plus mal. Eux, ils veulent s'affirmer comme une puissance régionale. C'est différent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont à côté d'eux les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, les grands méchants, Iran, Irak, etc. Donc ils veulent s'affirmer comme une puissance, et une puissance qui parle à l'Occident, ce qui est difficile pour les pays du Moyen-Orient. Donc ils ont eu depuis très longtemps au Qatar cette volonté d'exister sous deux formes, enfin sous trois formes on peut dire, donc puissance économique, réserve de gaz inépuisable, moyens colossaux, donc on devient actionnaire par exemple d'Airbus, on rachète en France beaucoup d'entreprises ou de lieux prestigieux, dans l'hôtellerie, l'hôtel Saint-Lambert à l'île Saint-Louis, le PSG, pour ne citer que des exemples aussi divers, mais on est très présent sur le sol français, mais pas simplement sur le sol français, en Angleterre et ailleurs. On est donc économiquement fort parce qu'on achète des parts d'actions et des actions d'entreprises françaises. On a une chaîne, Al Jazeera, qui fait office de référence, même s'il y a d'autres chaînes maintenant concurrentes au niveau du Moyen-Orient. Donc on impose sa vision du monde et en particulier du Moyen-Orient. Donc on dicte en quelque sorte sa vision des choses au travers de sa chaîne. Et puis on développe également, depuis très longtemps, une filière sportive. Ils ont construit des équipements sportifs colossaux. Ils ont